vais en parler avec nos deux députés, nos trois invités. D'après des chiffres récents d'un sondage, 9 Français sur 10 utilisent Internet, mais 60% estiment que son usage est risqué et 70% n'ont pas confiance dans le cloud. Alors, est-ce que vous, là où vous êtes, c'est-à-dire au Parlement européen, vous travaillez sur ça? Est-ce que c'est un sujet de préoccupation majeur? Et quel rôle vous jouez? Quel rôle jouent les parlementaires européens? Parce que c'est le pire et le meilleur, Internet. Alors, quand on voit qu'il y a des choses magnifiques, mais il y a aussi des choses dramatiques, quel rôle vous avez, vous, au niveau de la législation, de l'avancée de ce dossier? Vous pouvez prendre un micro pour répondre, s'il vous plaît, Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen, et puis après, ce sera Marie-Christine Berger qui nous donnera son sentiment. Bonjour et merci de nous accueillir à Avignon. Ça sera une bonne journée passée parmi vous et j'espère de bons débats. Pour vous répondre, je fais juste un tout petit retour arrière parce que c'est vrai que pour les plus anciens d'entre nous, on a connu un Internet qui était le premier web, c'était un peu descendant, quoi. C'était en gros l'information venait d'ici, elle arrivait là. Donc il n'y avait pas vraiment d'interactivité. Ça, c'était au tout début. On était déjà bien content que ça existe parce que c'était assez nouveau, mais c'était pas très très intéressant en termes d'échange. Et puis, heureusement, il y a eu quand même la deuxième vague qui est arrivée et qui a permis justement peut-être d'être à la fois plus simple dans l'utilisation. On sait tous, on arrive tous à se servir d'Internet maintenant. Il suffit de s'y mettre un peu, mais enfin, ça s'est quand même considérablement simplifié. C'est devenu extrêmement interactif, et donc ça, c'est une dimension qui s'est ouverte et qui a ouvert l'esprit de tout le monde. Bon, on peut ajouter que c'est gratuit pour une grosse partie, donc c'est quand même très, très important aussi. Et donc, je crois que ça a permis de beaucoup modifier les comportements. Par exemple, on n'a plus, comme c'est simple, on n'a plus que des spécialistes qui s'occupent de ça. Donc, chacun peut devenir son propre acteur. Quelquefois, on y reviendra sûrement, peut-être avec des dérives aussi, mais la simplicité, ça fait qu'il n'y a pas que des spécialistes qui s'occupent de ça. Et l'interactivité, ça veut dire que les commentaires, tout le monde peut en faire et que c'est plus simplement quelque chose qui descend comme ça dans un tuyau avec un entonnoir dans la tête des gens. C'est interactif. Vous pouvez poster des commentaires. Il n'y a pas que des professionnels sur la toile qui s'occupent de parler de ce qui les regarde. On peut faire du journalisme participatif. Il y a quelquefois des moments où on pourrait s'abstenir de faire ça. Il faut probablement avoir des règles un peu élaborées sur le sujet. Et chacun, finalement, peut être son propre média. Donc, j'ai envie de dire que c'est un saut qualitatif, d'ouverture d'esprit. On parlait de liberté d'esprit tout à l'heure avec le prix Sakharov. C'est quand même quelque chose qui, je crois, a quand même beaucoup révolutionné les choses. Moi, je me suis fait une liste de ce que je regrettais et de ce que je trouvais plutôt aller dans le bon sens. Dans ce que je regrette dans cette ouverture, il y a quand même des limites à y mettre, c'est qu'il y a quand même un peu une prime au perturbateur. Quelquefois, un perturbateur isolé, qui a une idée et qui, avec l'audience que ça représente, est en capacité d'avoir beaucoup d'impact, alors que finalement, il a une démarche qui est très, très personnelle. Il y a une vraie capacité de destruction qu'il ne faut pas négliger. Quand on lance des choses sur Internet, ça peut avoir un impact dans la vie individuelle ou collective d'un certain nombre de personnes qui n'est pas négligeable, donc ça peut servir à ça. Et comme il y a une forme d'anonymat qui est assez réelle jusqu'à un certain point, c'est vrai qu'on peut se permettre tout un tas de choses, que ça peut permettre d'avoir des discours de haine en ayant l'impression d'être camouflés, alors qu'au final ça n'est pas le cas, mais en tout cas ça peut faire progresser la haine et une forme de destruction. Donc ça, je trouve qu'il faut qu'on y soit attentif. Et ça peut véhiculer aussi beaucoup de théories conspirationnistes, des discours de haine dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, j'y reviendrai dans un instant, je vais faire court, je vous rassure. Mais évidemment, j'approuve le fait que la prise de parole est légitime pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est légitime pour s'exprimer, évidemment dans le respect de la législation, puisqu'elle existe là-dessus. Je crois qu'elle promeut la diversité. On n'a plus un moule et un visage unique de celui qui dispose de l'information et qui la diffuse, ou qui dispose d'une forme d'échange et qui l'échange avec d'autres.
Et que, d'une certaine manière, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, on n'a plus forcément besoin de médias quand on fait de la politique, on peut un peu s'affranchir des médias traditionnels pour passer de l'information quand même par ce biais-là. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que vous le savez très bien, enfin en tout cas si vous ne le savez pas, je vous le dis, les députés européens, on n'est quand même pas non plus les plus médiatiques de la Terre, on est quand même un petit peu cachés sous le tapis. Donc de fait de pouvoir s'exprimer publiquement avec une audience importante sans qu'il y ait trop de problématiques, que ça soit trop compliqué, c'est bien. Donc le Parlement européen, pour en venir vraiment à votre question, nous, on n'est pas directement sur les lois nationales, évidemment, mais le sens de notre travail, c'est d'essayer de trouver le bon équilibre, je pense que je vais le résumer comme ça, entre la liberté d'expression, les libertés individuelles, et les libertés collectives et la lutte contre un certain nombre de phénomènes un peu délétères. Et trouver cet équilibre n'est pas quelque chose de très facile. Donc ça nous amène à parler de protection des données personnelles. Nous sommes au Parlement européen très très rigide sur cette question de la protection des données personnelles. Ça nous oblige à parler de ce dont il a été question notamment tout à l'heure sur la question du droit à l'oubli et sur la réputation qui se fait sur Internet, comment on fait l'équilibre là-dessus. Droit à l'oubli, c'est assez compliqué, mais je pense que la question de l'effacement des données est une dimension sur laquelle nous sommes très, très à cheval. Ça nous oblige à parler aussi de la question des frais qui sont liés, par exemple, à un certain nombre de pratiques. Avec les smartphones, les frais d'itinérance, pour ceux qui se déplacent en Europe, on sait que c'est quand même un coup de massue important en termes de coûts. Ça nous oblige à travailler sur la question de la neutralité du net. Et ça nous oblige aussi à travailler, en référence à la Charte des droits fondamentaux, à lutter contre tout ce qui est discours de haine sur Internet, les fameux hate speech sur lesquels on reviendra probablement. Donc notre rôle, il est de trouver cet équilibre. C'est pas toujours très facile, on est beaucoup attaqué là-dessus, et trouver un bon cadre d'harmonisation sur les sujets principaux. Merci Céline Guillaume. Alors, je vous rassure tout de suite, vous allez pouvoir vous poser vos questions dans quelques instants. Le temps juste que les deux invités s'expriment, que vous expliquez ce qu'elles font. Comme ça, après, vous saurez quelles sont les questions que vous pouvez en poser. Alors, Marie-Christine Bergia, vous faites partie notamment de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la sous-commission des droits de l'homme. Donc, ce sont des thèmes qui sont au cœur de cette liberté d'expression avec Internet. Vous rentrez là d'un voyage en Turquie où il y a eu des élections, donc vous pouvez un peu nous raconter comment ça se vit Internet dans ces pays qui sortent parfois de moments difficiles, qui entrent dans d'autres difficultés en ce moment. D'abord, je voudrais dire, quand on a programmé cette soirée, le prix Sakharov n'était pas attribué. Et que je trouve que c'est un formidable message pour la liberté d'expression que le Parlement européen a rendu en donnant ce prix Sakharov à Raif Badawi. Je précise que c'est la première fois que quelqu'un des pays du Golfe reçoit le prix Sakharov, alors que le prix Sakharov existe depuis 1979. 88. C'est pas grave. 79, c'est l'élection des parlementaires européens au suffrage universel. Autre date importante. Donc, je reviens à Raif Badawi. Et donc, je pense que c'est un formidable message pour la liberté d'expression dans cette région du monde où elle est un vain mot, j'oserais lire. Raif Badawi, c'est un blogueur, c'est un jeune blogueur qui a osé critiquer le régime saoudien et qui a osé critiquer l'islam. Et qui, pour ça, a été condamné à 10 ans de prison, à 1000 coups de fouet et à une énorme amende en prime. Il a reçu 50 coups de fouet au mois de janvier. Il ne reste plus que 950. Il ne reste plus que 950. Grâce à la mobilisation internationale, il n'a reçu, si j'ose dire, entre guillemets, que ces 50 coups de fouet. Et c'est d'autant plus important que le Parlement européen a envoyé ce message à ce moment-là que nous avions reçu cette semaine-là un message de sa femme qui craignait qu'il soit de nouveau fouetté. Donc je me félicite que le Parlement, moi qui suis souvent critique par rapport aux institutions européennes en général, qu'on ait pu faire ce formidable message. Parce qu'effectivement, il y a sûrement beaucoup de critiques à faire sur la liberté d'expression dans l'Union européenne, sur les régressions, y compris en France, puisque
si j'ai bien lu le rapport de Reporters sans frontières concernant la France est désormais sous surveillance en la matière. Je pense que vous pourrez nous l'expliquer, ce que ça veut dire, mais dans beaucoup de pays à travers le monde, la situation est bien dramatique. Donc, j'ai bien compris que vous vouliez que je vous parle de la Turquie. Je reviens effectivement d'une mission électorale en Turquie, où la situation de la liberté d'expression est assez dramatique. La Turquie a le triste privilège d'être le pays où il y a le plus de journalistes emprisonnés à travers le monde, proportionnellement à sa population. 90% des médias turcs sont sous contrôle de l'État et du parti au pouvoir. La semaine dernière, donc avant les élections, 2 télévisions indépendantes ont été investies par la police. Et au début de la semaine, là, les journalistes ont été licenciés et remplacés par des proches du pouvoir. La campagne électorale a été une vaste falsification. Alors d'une part à cause des attentats d'Ankara, puisque les principaux partis d'opposition ont suspendu leurs activités électorales pour éviter de faire prendre des risques à la population. Et par ailleurs, le temps d'antenne accordé aux représentants de l'opposition et aux représentants du parti au pouvoir est sans commune mesure. Donc la Turquie est effectivement un très mauvais exemple en la matière. Et malheureusement, il y a beaucoup de pays à travers le monde dans lesquels les journalistes sont régulièrement emprisonnés. Tous ceux qui osent exprimer des opinions contraires sont emprisonnés. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport à ce que Sylvie disait, je crois que c'est important de savoir que l'Union européenne a été le premier espace régional dans lequel il y a véritablement eu une législation sur la protection des données. La directive date de 1995. La France était d'ailleurs pionnière en la matière avec la législation qui datait de 1979. Et donc cette législation date maintenant, même si 1995, l'état de l'Internet n'était pas comme celui de 1986, où moi j'ai connu les premiers ordinateurs à l'Assemblée nationale, et l'ordinateur en question faisait pas un quart, mais un huitième de la salle, et ne faisait pas le travail que fait notre smartphone aujourd'hui. Donc, mais néanmoins, cette directive de 1995, elle est aujourd'hui dépassée par les progrès technologiques, et que nous avons un peu de mal, dans le cadre de la discussion que nous avons entre le Parlement européen et le Conseil des États membres, à faire adopter une législation qui puisse véritablement avancer sur la question de la protection des données. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la cybercriminalité, et je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre le terrorisme, qu'il ne faut pas lutter contre la cybercriminalité, mais au nom de ça, on fait sans cesse régresser les droits et libertés, notamment en ce domaine, en mettant en place des systèmes de fichage, de flicage, de plus en plus importants, et de plus en plus d'ailleurs sur la question de la lutte contre les migrations également. Et le Parlement européen est une sorte de verrou de sécurité par rapport à ces questions. Nous menons des batailles, nous essayons. Nous avons un mauvais souvenir, Sylvie et moi, en travers de la gorge, sur le système de protection des passagers aériens, sur lequel nous avons été battus de 2 voix en commission très récemment. Parce que ce que nous voulons mettre en place, c'est ce que dit d'ailleurs la Cour de justice de l'Union européenne, qui elle aussi est très vigilante en la matière, c'est toujours un principe de finalité, c'est-à-dire que l'objectif, la raison pour laquelle on met en place ces atteintes aux protections des données doivent être claires et précises.
elles doivent être nécessaires et proportionnées. Parce que ce que démontrent tous ceux qui travaillent sérieusement sur ces questions, c'est que les stockages massifs de données ne servent à rien. Il faut du ciblage très, très particulier et on met en place systématiquement de plus en plus d'outils démesurés, de genre Big Brother, pour prendre l'expression consacrée. Merci Marie-Christine Bergia. Alors Alexandra, vous êtes donc la représentante de Reporters sans frontières à Bruxelles depuis quelques semaines, mais vous êtes surtout journaliste, on veut vous présenter un peu pour notre jeune public et les moins jeunes qui vont pouvoir poser des questions, qu'on fasse le tour de nos invités. C'est que vous avez travaillé pour l'AFP, l'agence France Presse, également pour RFI, Radio France Internationale, Europe 1, et puis également la presse écrite, La Croix, Libé, Le Monde, donc vous êtes une journaliste à la fois de presse écrite et de radio, ce qui est tout à fait très confortable, enfin très, très complet surtout. Et donc, Reporters sans frontières a obtenu le prix Sakharov en 2005, donc c'est une ONG, une organisation non gouvernementale qui se bat pour les reporters qui sont victimes d'atteintes physiques ou psychiques, terroristes ou de contraintes à l'extérieur. Vous vous battez pour qu'ils soient libérés, pour qu'ils puissent travailler dans des conditions normales. Alors, le fait que M. Badawi ait eu ce prix cette année, ça vous conforte dans cette idée parce que c'est quelqu'un que vous avez également suivi, aidé, soutenu, parce que sa femme et ses 3 enfants qui sont obligés de vivre exilés au Canada attendent un papa et un mari à la maison en attendant. Il est dans les geôles saoudiennes. Tout à fait. Et nous étions la semaine dernière en action d'ailleurs j'avais envoyé une lettre ouverte à tous les présidents de groupe du Parlement et que je félicite là par votre biais, de votre présence ici. Donc merci de nous accueillir, merci d'accueillir RSF dans ce débat parce que c'est important qu'on soit là. Nous avions donc demandé en effet que sa candidature soit retenue parce qu'il semblait qu'il y avait dans les coulisses un deal qui se préparait pour que les trois finalistes soient déclarés ex aequo, ce qui aurait complètement dénaturé le prix. Ceci dit, nous l'avons eu nous-mêmes, pas tout seul, en 2005, puisqu'une juriste nigériane, Hawa Ibrahim, et les dames en blanc de Cuba, mouvement d'opposition, l'ont eu également. Nous étions ex aequo, donc c'est pas une première, c'est pas plus mal non plus. Mais dans ce cas-ci, on n'avait pas envie que ça devienne un débat politique, et on est très content que Raif Badawi, d'autant plus que nous avons un peu en fait éveillé, alerté les consciences sur son cas dès 2012 et qu'on a été très présents, qu'on lui a accordé le prix RSF Ginette citoyen l'an dernier, et que c'est vrai qu'à l'époque, en 2012, quand il a été arrêté d'abord, peu de gens parlaient de sa situation, qu'aujourd'hui, c'est une situation, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on n'a pas envie de se féliciter qu'il n'ait eu que 50 coups de fouet, mais malgré tout, on espère, voilà. On est ravis que le Parlement européen ait eu cette action parce que je pense que ça peut influencer, on espère en tout cas, on a envie d'y croire, on a envie chaque fois de penser qu'une action d'une institution aussi importante qui se veut quand même garant des droits de l'homme a priori, donc on est quand même, ça conforte son rôle en tout cas de garant des droits de l'homme au niveau des institutions européennes. On a envie de penser que ça aura un impact. Nous avons fait dans la foulée une lettre ouverte au Royaume d'Arabie Saoudite pour demander sa libération sans les moindres conditions, bien évidemment. Maintenant, bon, comme beaucoup de nos actions, elles ne sont pas suivies de retour, mais c'est important de le formuler et ça fait partie de la liberté d'informer, encore une fois, et c'est la liberté d'agir pour justement que cette liberté d'informer soit respectée. Merci Alexandra.